Kadroyu kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Bon. Eh bien, bonsoir d'abord à tout le monde et merci d'être venus si nombreux. Je vais... Voilà. Tout va bien. Donc, je vais vous parler des 40 ans pendant lesquels j'ai travaillé, mais je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Au fond, voilà, ma vie, elle a commencé comme ça, et elle est pour le moment, à ce stade-là, je parle de ma vie d'architecte, c'est mon dernier ouvrage, mais j'espère bien que ce n'est pas vraiment le dernier. Enfin, en tout cas, je suis en train de continuer à travailler. Eh bien, comment les choses se sont passées ? Par un démarrage à Roissy. Roissy, c'est cet aéroport. Vous en voyez là son image actuelle. Mais quand ça a commencé, c'était ça. Un chantier très, très extraordinaire de Roissien, très complexe, entre les mains de quelqu'un qui avait 30 ans à ce moment-là, 29 ans quand j'ai commencé, 30 ans là, et donc qui ne savait rien faire, qui avait beaucoup d'ambition pour son bâtiment, plus que pour lui-même d'ailleurs, et qui s'était forcé d'inventer, d'amener des idées nouvelles. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, excusez-moi. Donc, je ne vais pas vous décrire cette aérogare, elle était... Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait actualiser cette qualité du béton, par exemple. On construisait en béton, on voulait le faire beau, on ne voulait pas l'habiller. On voulait faire des espaces qui soient à la fois très fonctionnels et très beaux, très nouveaux. Par exemple, ce passage au milieu du volume, c'est une espèce de passage symbolique. Au fond, c'est le mythe d'Icare illustré. C'est voilà ce qu'il y a d'extraordinaire dans le trafic aérien. Et cette chose comme ça qu'on a eu beaucoup de mal à dessiner à l'époque parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, hein, et donc il fallait faire de la géométrie dans l'espace d'une manière tout à fait particulière, mais on l'a fait avec des maquettes, on l'a fait comme on pouvait. Hein, et d'ailleurs, les architectes trouvent toujours le moyen de faire. Hein, c'est pas, s'ils sont privés de moyens, ils les trouvent. Donc voilà, ça a été une première aventure, une aventure assez formidable. Ça s'est terminé par une ouverture en 1974 et ça s'est continué. Ça s'est continué, j'ai continué à travailler sur le deuxième terminal. Le deuxième terminal, à vrai dire, il a commencé en 69. Il a commencé en 69 parce que déjà on commençait à se demander comment on ferait le deuxième. Et on savait qu'on ne le ferait pas comme le premier. On savait qu'on ne répéterait pas. Et on est rentré dans un système qui alors est tout à fait différent. Un système par modules successifs qui devait petit à petit progresser. Donc un système ouvert, un système adaptable, et on le voit sur ce dessin. On a pu commencer par ces premières unités, continuer avec des unités très analogues, mais qui sont plus profondes, différentes à l'intérieur, poursuivre après par des unités beaucoup plus grandes. Mettre entre ces unités quelque chose qui était rigoureusement pas prévu, une gare de TGV et une gare du RER, du transport régional à grande allure. Donc voilà, une chose qui va se dérouler sur des années et des années, qui commence par ces deux premiers bâtiments, qui eux aussi sont un chantier. J'ai fait exprès de vous mettre 2 ou 3 images de chantier, parce que des fois, on pense que ce n'est que des images informatiques suivies d'images de bâtiments réalisés, mais non, c'est quand même, vous voyez, toute une organisation très compliquée de chantier.
Et dans celui-là, on le voit, on faisait les voûtes, ces espèces d'énormes voûtes, on les faisait au sol, et puis on les montait, et puis on les finissait. Donc chaque fois une organisation formidable. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et c'est comme un pays qui se bâtit petit à petit. C'est aussi successivement une route qui donne accès à tout. C'est comme un végétal qui croît. Autant la première gare était un cristal, autant celle-là, un peu comme une ville, est quelque chose qui croît, morceau par morceau, qui se transforme, qui s'adapte, et les images qu'on peut employer pour la décrire sont plus des images biologiques du monde du développement biologique que de la géométrie pure et du cristal pur. Donc voilà, une conception très simple par rapport à l'autre. On entre ici, la route est là-bas, les avions sont juste dans mon dos, 70 mètres entre la route et les avions, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple, et tout ce qui est le service de l'espace est contenu dans ces grandes voûtes, l'air conditionné, l'éclairage, et de cette manière-là, on peut librement s'adapter et changer au fur et à mesure, autant qu'on peut, pour s'adapter au trafic. Hélas, pour l'encombrer aussi, parce que quand vous passez ici, cette belle pureté, c'est beaucoup perdu sous un amoncellement de choses dans lesquelles un jour il faudra mettre de l'ordre. Mais ça aussi, c'est le problème des villes, quoi. Tout ça repose sur une infrastructure de ponts, de voies, et c'est peut-être la partie qui a le moins changé dans son dessin depuis le début. Hein. Et je vous montre ça à la fois pour vous montrer comment c'est complexe, mais surtout quel bonheur il peut y avoir pour un architecte à dessiner des routes, quoi. Hein, ce sont des courbes dans l'espace, ce sont des choses qui vont, qui viennent, qui se transforment tout le temps, qui donnent des accès à des bâtiments, et au bout d'un moment, on est pris d'une espèce comme ça de folie. Les routes et les ponts ne sont pas juste des ouvrages d'art qu'il faut bien faire malgré tout et supporter malgré tout. Ils peuvent avoir une qualité architecturale, je crois, éminente. On a fait 4 modules, on arrive à un moment où on se dit qu'il faut marier les réseaux, que le réseau ferré n'est plus un ennemi, qu'il faut, au milieu de cet ensemble d'aérogares, il faut introduire le train, et on le fait. On trouve le moyen de le faire, parce que le système est ouvert, parce que à l'extrémité de ça, on peut brancher une gare de chemin de fer, comme on a branché avant des aérogares d'avion, et comme on continuera à le faire. Mais cette gare un peu particulière, c'est la gare du ciel. Hein, elle est tout en creux, les trains passent sous le bâtiment ici, mais on veut que ça soit une espèce de fête et de célébration en même temps de ce mariage du train et de l'air, et on fait ça avec Peter Rice, avec qui j'ai adoré collaborer. On fait cette grande gare complètement ouverte vers le ciel, complètement blanche, hein, et qui exprime finalement cette nouveauté dans laquelle on est. Et puis je vous l'ai dit, et je cours le long des années là, et puis on met des unités de trafic beaucoup plus grandes. Hein, plus grandes parce que le trafic l'exige, parce que le développement est comme ça, parce que aussi l'industrie a beaucoup changé. Hein, on n'est plus dans les transports directs, on est dans ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire des correspondances extrêmement nombreuses. Donc on fait cette nouvelle aérogare 2 fois plus longue que les autres, avec ces grandes voûtes de béton sans point d'appui intermédiaire, une espèce de chose qui retient encore les gens à la terre et puis qui est fendue d'un seul coup par une flèche de lumière, et ce qu'on appelait dans notre jargon une péninsule, comme si on envoyait une péninsule dans le ciel, quoi. Grand espace de lumière, où je dirais, j'ai découvert ce mariage possible de la structure métallique et de la lumière, et ça me quittera plus après. Hein. Au fond,
le faire, étudier comme ça. Et Peter Heiss n'était plus là, mais ses successeurs et ses élèves travaillaient avec moi. Au fond, on peut arriver à faire des verrières dans lesquelles on contrôle beaucoup l'accès de la lumière, dans lequel, en même temps, le bâtiment reçoit des effets de reflets, de lumière traversante et prend des aspects complètement différents en fonction des heures de la journée. Et donc ce bâtiment devient mobile, la lumière commence à se mélanger vraiment à la structure, et on a comme ça des variations permanentes. Vous voyez, du reflet ici, on voit, si un véhicule rouge passe sur l'herbe, on le voit. Si le ciel se charge d'un côté, on le voit. Si... Et vient cette idée qu'un bâtiment n'est jamais fini par l'architecte. Qu'au fond, un idéal de l'architecture serait que on confie le bâtiment aux éléments pour qu'ils le finissent, quoi. C'est toujours vrai. Même l'architecture antique fait ça. Mais c'est vrai que c'est plus difficile avec les bâtiments massifs. Et ça devient un peu féerique et nouveau avec ces bâtiments ultra légers auxquels l'acier permet d'atteindre. Bon, et puis je fais de tas d'autres aéroports, beaucoup. Dans les déserts, comme ici à Abu Dhabi, avec vous voyez, en essayant de faire là-bas quelque chose, de retrouver l'esprit d'une voûte fraîche au milieu de la chaleur environnante. Au contraire, à Jakarta, où on voulait arriver à faire une aérogare économique, vraiment, mais sans manquer d'ambition. On a fait des jardins, essentiellement des jardins et des constructions qui sont assez proches finalement de constructions traditionnelles, sans être du tout traditionnelles. Des choses comme à Nice, au Caire, bon. Et puis aussi parce que j'avais participé au grand aéroport j'ai appuyé bêtement là-dessus, d'Osaka, j'en avais fait le concept, et Piano, on a fait l'architecture, et on a collaboré ensuite, j'ai fait les parties essentiellement, l'architecture est toujours la sienne, et j'ai fait essentiellement des parties fonctionnelles dedans, mais ayant vécu comme ça longtemps à Osaka, j'ai aussi été chargé d'un bâtiment que je vais vous montrer un peu plus en détail parce que je l'aime beaucoup et qu'il a été un des moments importants de ma carrière. J'étais en plein milieu de Roissy 2, enfin des derniers éléments de Roissy 2. J'avais aussi beaucoup participé à la construction du projet de Spreckelsen de la Grande Arche à la Défense. J'avais construit le projet d'un autre là-bas, mais ça m'avait coûté beaucoup de peine et appris beaucoup de choses. Et puis j'ai l'occasion de faire un bâtiment comme ça dans le port d'Osaka. C'est l'entrée du port d'Osaka. Tous les bâtiments passent ici. Et on propose de faire un bâtiment sur la mer. Et j'ai proposé de creuser un peu. On venait de faire ce terrain ici. Et j'ai proposé qu'on le creuse un peu pour que le bâtiment soit vraiment posé au milieu de l'eau. On part d'ici, on prend un passage, un tunnel sous l'eau, on débouche dans le bâtiment. C'est à vrai dire le souvenir de la cathédrale de Brasilia qui est là. Hein, vous le connaissez tous, hein, Niemeyer a fait ça, on arrive par le sous-sol et on rentre dans cette cathédrale Sainte-Marie en arrivant dans cet hyperboloïde de lumière. Et moi, c'est quelque chose que j'avais vu en chantier. Je ne l'ai jamais vu, à vrai dire, tout à fait terminé, mais je l'ai vu en chantier et j'étais ébloui par cette idée. Et donc j'ai repris cette idée, comme tous les architectes reprennent les idées des autres pour les faire évoluer. Non pas pour les copier, mais pour trouver un nouvel élan à une idée qui existe. Et donc,
Voilà, qu'est-ce que c'est que cette bulle? C'est une bulle de verre, absolument une bulle de verre, extrêmement mince, avec cette manière exquise qu'ont les Japonais de régler les détails de la construction. Ils sont d'une précision incomparable. Et donc ce sont des tubes assez minces, une seule couche de tubes, des vitrages les uns à côté des autres, avec des joints inexistants. Au milieu, un bateau de l'époque Edo qu'on a reconstruit dans un chantier à côté, qui a circulé pendant 6 mois dans la baie d'Osaka, et puis qui a, ayant terminé sa période de navigation, est venu se fixer là. Et puis tout le musée tourne autour. On voit à la fois le passé, le présent, les bateaux qui passent. On raconte l'histoire du port autour d'une hélice qui entoure le... Et comment le construire? Vous voyez, il y a un bateau au milieu qui a navigué, on ne peut pas le couper en petits morceaux pour le rentrer. On peut faire un trou dans le bâtiment? Non, pas vraiment. Enfin, le problème de rentrer un bateau dans une bouteille a toujours été un problème terrible. Et là, on n'a pas vraiment fait ça. On a fait ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'on a fait dans un chantier maritime, à côté, toute la structure de la voûte. Et j'ai même dit aux Japonais, tant qu'on y est, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le verre aussi? Ça serait, on gagnerait du temps. Ils ont dit, peut-être, oui. Et ils l'ont fait. Et donc, vous voyez, cette voûte qui est portée par ce tube, raidie par celui-là, qui est une simple chose de montage, on le porte sur 30 km par cette grue maritime, qui est une grue formidable. Elle peut prendre 7000 tonnes, et ceci n'en fait que 1000. Et ce petit bateau traîne le tout, quoi. Et puis voilà, vous avez cette image admirable, alors qu'on n'a vu qu'une fois. La voûte en train de se monter, claire, transparente, et voilà que comme une cloche, elle rentre sur le chantier qu'on a préparé. On a mis le bateau avant, on a fait le béton, et quand on aura serré ça, il faudra 20 minutes pour le faire, pas plus. Eh bien, on sera à pied d'œuvre pour finir le bâtiment et l'ouvrir 6 mois après. Oui, l'architecture, c'est toujours ça. C'est toujours une espèce de rêve et de la technique. Et les deux vont l'un avec l'autre. Et puis en même temps des choses plus compliquées, parce que cette chose de verre, il a fallu inventer une manière de le nettoyer. On a dessiné un grand appareil qui tourne autour avec comme une espèce de machine à laver les voitures qui se déplace. Problème magnifique, énorme, problème ancillaire derrière. Il faut tout résoudre. Et puis, comme ça, en courant vite, je suis arrivé à la dernière période de mon travail, les 12 dernières années. 12 années en Chine, et bien sûr, j'ai envie de vous parler de ça longuement. Longuement, parce qu'on a toujours, au fond, vous dire ce qu'on a fait quand on est jeune, c'est toujours... c'est un peu ressassé. Quand on approche de ce qu'on a fait plus récemment, on est plus... voilà, on est plus pris par le désir d'en parler beaucoup. Et pourquoi je fais ça? Alors, comment ça a commencé? Par un aéroport. Ça a commencé par un aéroport à Pudong, c'est-à-dire dans le côté opposé du Yangpu par rapport à Shanghai. Shanghai-Pudong, c'est la même chose. On est à côté du fleuve, les gens ont repris tout ce terrain sur la mer, et on gagne un concours. Ça, c'était un concours pour cette grande aérogare qui doit traiter 20 millions de passagers par an. Et voilà ce que tout de suite on propose, c'est deux choses. C'est bien sûr de faire une aérogare là, très simple, très efficace, mais aussi de mettre des éléments symboliques. Que toutes les routes traversent l'eau, c'est une pièce d'eau formidable qui fait 300 mètres de côté. Et puis cette aérogare fait également, en gros, elle fait un peu moins de 300 mètres de long, mais ceci fait 1650 mètres de long avec tous les avions, et chose qu'on ne voit pas encore ici, qu'on ne voit pas bien, des jardins ici, des jardins là. Pourquoi? Mais parce qu'une aérogare, c'est la porte d'un endroit.
Et moi, j'explique aux politiques que tout le monde critique mon projet parce que je perds de la place, je gaspille la place d'un aéroport qui coûte si cher, dans lequel on peut mettre tant de choses rentables et gagner tant d'argent. Et je leur dis non. Ne faites pas ça. Vous voulez prouver que vous faites un nouvel urbanisme à Coudon? Très bien, ben montrez-le. Hein? Si vous pouvez le montrer vite, très vite, ici, puisque on va tout construire en 2 ans. Hein, on va étudier et construire ces 250 000 mètres carrés en 2 ans, mais en plus, vous pouvez témoigner de vos intentions et de votre détermination politique à faire une ville nouvelle. Hein. Et si vous commencez à remplir tout ça de mille cochonneries pour gagner de l'argent, ben vous avez tout perdu. Et ils me croient. Et ils me suivent, et je suis gagnant du concours, et je construis ça. Je construis cet aéroport avec ces routes qui passent au-dessus de l'eau, ces grandes toitures, celle-là qui couvre la route parce qu'il pleut beaucoup, et puis chacune a sa fonction, et puis une structure quand même très particulière. Et pourquoi cette structure particulière ? Ça n'a pas commencé comme ça au concours. Au concours, j'avais fait des poutres plus simples. J'ai fait des poutres qu'on appelle dans notre jargon des poutres bananes. En fait, elles ne sont pas tellement bananes, elles sont plutôt en lentilles. Mais voilà, des poutres simples, légères, qui allaient partout. Et puis, il faut faire vite. On a 2 mois pour donner le projet de la structure et donner l'essentiel de la fonction et les fondations de manière que le travail commence tout de suite puisqu'il n'y a que 24 mois pour faire l'ensemble. Et là, quand même, je me dis que c'est pas possible. Je me dis que c'est pas possible parce que je regarde une revue un jour au démarrage de l'étude et je crois voir mon projet. C'est des poutres comme celles que j'ai dessinées. Donc, j'ai dessiné des poutres que tout le monde dessine dans la minute et quelle est l'ambition d'un projet comme celui-là si c'est ce qu'on voit partout? Et donc avec un ingénieur que je connaissais bien parce qu'on avait travaillé ensemble à la Défense, on se met à chercher et finalement on trouve ça, qui n'est pas si commun du coup, hein, qui est simple en fait. C'est une plaque solide, très, mais qui ne passerait pas 80 mètres à elle toute seule, faite de poutres croisées. Et puis pour la raidir, pour lui donner sa résistance, on met un certain nombre de butons verticaux et des câbles qui rejoignent ces butons. Et, parce que la plaque est rigide, parce qu'on a bien choisi les dimensions des butons, on n'a pas besoin de diagonale. Normalement, une structure comme ça est bourrée de diagonales. Ben non, on n'en a pas besoin. Parce que cette forme a un couple de rappel naturel. Vous l'écartez de sa position, elle revient. Donc pas besoin de contreventer, comme on dit, cette structure. Elle peut rester pure. Et alors elle devient très très simple en même temps, parce que le bout de ces pardon. Non, je suis en train de. Vous voyez, le bout de ces tuyaux est simplement creux. Sur le câble, on a fixé des boules. Les boules rentrent dans le creux. Et quand on tend le câble, on tend toute la structure. On la précontraint entièrement. Rien qu'en tendant le câble, c'est simple comme la roue de vélo. Et puis, deuxième chose qui est un peu nouvelle, là, dans le concours, on m'avait dit, vous verrez, vous n'arriverez pas à faire ce que vous dites, la façade ne sera pas transparente. Vous êtes un menteur, comme tous les architectes d'ailleurs, hein, qui vendent de la camelote au moment du concours et qui ne peuvent pas ensuite faire ce qu'ils ont dit. Mais si on l'a fait, elle est bien porteuse et transparente, mais tous les efforts internes sont pris par ces câbles intérieurs. Et donc le tremblement de terre, le vent, tout ça est pris par cette espèce d'organisation intérieure qui elle aussi est un peu nouvelle, mais qui correspond à des idées on laisse la structure se déformer un peu et sa déformation même permet de la contrôler. Donc voilà. Et je vous en reparlerai d'une autre manière, mais
Je vais passer à travers tous les projets un peu vite. Un gymnase à Canton, voilà, un gymnase en face d'une colline. Moi, je propose quelque chose d'assez bas. L'aéroport disparaît un an après, on le sait. Et donc, moi, face à la colline, je fais 3 petites collines. Je me débrouille pour respecter le rythme du paysage et ce sont 3 petits toits transparents, chacun avec sa fonction, allant de la pratique populaire à un grand gymnase de 10 000 places, avec une structure qui, elle, permet, avec la toiture, de faire un espace très clair, très lumineux pour le sport, et avec des adaptations possibles à tous les types de sports pour cette jauge de 10 000 habitants. Un centre Oriental Art, en fait c'est un centre musical à Pudong, sa mairie, musée des sciences, et voilà, dans ce terrain-là, un peu étriqué mais entouré d'arbres, on fait un bâtiment qui contient 3 salles de musique, un auditorium de 2000 places, un théâtre de 2200 places, une petite salle pour la musique de chambre et un certain nombre d'événements annexes de 400 places. Et on essaye de faire quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire un bâtiment énigmatique, un bâtiment... on avait dit dans le concours, tout ça c'est des concours, on avait dit, le titre était « Qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'effectivement, de jour, on se demande un peu qu'est-ce que c'est que ce bâtiment. Et à quoi il peut servir. Mais on n'en doute plus et on le verra tout à l'heure, on n'en doute plus quand on le voit la nuit, parce qu'il s'éclaire complètement. Hein, et vous le verrez tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le grand théâtre de Pékin qui est ici, qui est au centre de la ville. Il y a la cité interdite, il y a la place Tiananmen, l'histoire et le pouvoir récent, l'Assemblée du peuple, le musée qui est en face, et voilà l'emplacement dans lequel on fait un grand théâtre. C'est un concours très long, c'est un concours qui devait durer 4 mois et qui va en durer 12 ou 16, parce que jamais les Chinois n'annonceront de lauréat jusqu'à ce qu'ils soient tout à fait satisfaits et tout à fait convaincus. Hein. Et donc on travaille pendant une très longue durée à ce projet dont je vous expliquerai tout à l'heure comment il prolonge en fait la ville et comment à la fois il est l'irruption de l'architecture moderne et pour la première fois dans Pékin, et Dieu sait s'il va y avoir ensuite des projets très 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 modernes, et en même temps un certain respect de ce qui existe, des règles, de tout ce qui fait l'organisation de la ville de Pékin. Donc programmatiquement, on n'en parlera plus, à nouveau c'est très simple, un opéra qui a la jauge maximale qu'on peut donner à un opéra, 2300 personnes, avec, vous voyez, cette hypertrophie moderne de l'équipement d'un opéra par rapport à ce qu'est la salle elle-même. Hein. Donc ça ressemble à tous les grands opéras modernes, ça a le même programme, les mêmes équipements. Un théâtre de 1100 places dans lequel on fait toutes sortes de théâtres, et en particulier le genre dit opéra de Pékin, qui réclame un proscénium, et puis un auditorium de 2000 places, l'équivalent du précédent, mais qui cette fois-ci n'est plus du type ouvert, mais du type 10 boîtes à chaussures, c'est-à-dire l'héritier des salles de musique allemande rectangulaires. Et puis voilà, on fait un bâtiment sur l'eau. Pourquoi l'eau? C'est pas si je sais, c'est parce qu'il y a des lacs à côté, c'est parce qu'il y a tout un mouvement de végétation et de lacs, et c'est parce qu'en plus l'eau et l'apparition sur l'eau, c'est un thème de l'opéra même. Il y a un opéra de Rimsky-Korsakov qui dit ça. C'est aussi la fin de ce paysage. Vous voyez, quand vous êtes dans les jardins et dans la tour ici, au beau milieu, à côté de la cité interdite qui se trouve là, vous voyez que l'eau, les arbres, voilà, tout ça vient se terminer ici,
dans cette zone, avec un bâtiment tombé du ciel, mais bien tombé, et qui irrite moins le ciel que bien d'autres, qui le reçoit. Et puis, un autre bâtiment encore que je fais, il y en aura 2 autres, un centre culturel. Alors c'est un peu la même chose, c'est différent, c'est à Sozhou, c'est dans un endroit... là, c'est pas un concours, ils ont fait un concours, ils sont très insatisfaits. Donc ils me demandent si moi j'ai pas une solution. Et j'ai dessiné à ce moment-là ce bâtiment avec des jardins, et on en reparlera des jardins, avec un musée des sciences qui prend cette aile, qui passe sous le jardin et qui reprend cette partie-là, un théâtre ici, des cinémas dans cette partie-là, et toute une partie publique au milieu. Donc vous voyez ces jardins, l'eau. Alors malheureusement mes photos étaient prises un jour de pluie, elles sont un peu tristes. Et dernier grand bâtiment, Chengdu, un centre administratif. Ce sont des bureaux, c'est un morceau de ville complètement nouveau, un parc ici, et en face, un grand centre administratif pour la municipalité et le pouvoir régional. Et plutôt qu'un grand bâtiment rectangulaire, imposant, vous voyez, correspondant un peu à la loi du genre, nous, ce qu'on a proposé, c'est une série de bâtiments construits dans un parc. Au fond, le principal, c'est le parc. Hein. Et puis, ces bâtiments ont tous un peu le même type. Hein. Ce sont des bâtiments avec un atrium central. Chacune des fonctions est représentée en gros par un bâtiment. Toutes les fonctions générales de représentation, de salles de réunion politique sont ici au centre, pardon. Bon. Et comme je le dis au jury, tout devient simple parce qu'on comprend tout de la politique, puisque tout s'exprime par les bâtiments. Et que tout le monde sera heureux d'aller là. Moi, chaque fois que je vais dans un bâtiment administratif, j'ai toujours un peu peur. Hein, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une culpabilité cachée. Là, on traverse un parc, c'est bien. Les gens qui travaillent là seront bien, et puis voilà. Puis on verra tout ça clairement. Peut-être, après ce coup, je me suis dit que j'en avais dit peut-être un peu trop, mais pas du tout. Hein, le maire a trouvé ça très très bien, et il a confirmé donc voilà, on fait un projet qui est un bâtiment dans un parc, qui a des espaces intérieurs tout à fait conviviaux. Bon, voilà. Alors, je vous ai passé en revue très vite tous ces bâtiments, parce que, au fond, plutôt que de vous les décrire en détail chaque fois, j'aimerais mieux maintenant vous repasser à travers tous et vous montrer qu'ils forment un ensemble. Hein. Ce sont des bâtiments successifs, dans des villes différentes, et en même temps, ils disent quelque chose de l'architecture, de la Chine, et de ce qui sont des thèmes qui me tiennent à cœur et que je pense importants. Je les ai mis là. L'environnement, l'eau, les jardins. Oui, la Chine a été l'occasion de faire des jardins, parce que ce sont des princes du genre, et que c'était bien d'en faire là-bas. Les structures à la lumière, j'ai commencé à vous en dire un mot tout à l'heure. Le travail, hein, vous verrez. Nulle part ailleurs on ne conçoit aussi bien comment l'architecture est le fruit du travail et doit s'inspirer du mode de production et de l'économie du moment. Les matériaux, bien sûr, et puis le bonheur de l'architecture, la fonctionnalité, bien sûr, mais le bonheur de l'espace, la dilatation dans l'espace et tout ce qu'elle peut signifier. Alors, l'environnement, je vous l'ai dit, d'abord ce grand bassin qu'on traverse, une espèce de traversée de la mer en symbole à l'entrée de l'aéroport, mais dans l'aéroport, quelque chose d'aimable qui est qu'entre les différentes parties de l'aérogare, ce sont de vrais jardins. Hein. Ici, on est le long d'une circulation du satellite autour duquel sont les avions. Là, on est dans la zone où on va attendre pour l'immigration. Et je trouve que c'est une manière
d'attendre, qui est quand même plus agréable, et qui dit quelque chose de fondamental, qui dit une aérogare, porte d'entrée, je l'ai dit, mais c'est surtout et aussi quelque chose d'enraciné. C'est l'objet le plus cosmopolite, l'avion. Celui qui n'a aucune référence de nation. Hein, l'avion français, l'avion américain, l'avion russe, ils sont pareils. Ils sont comme des gouttes d'eau. C'est presque pareil. Mais en revanche, dès qu'on entre dans l'aérogare, on est dans un pays, on est dans un climat, on est dans une civilisation, dans une culture, dans un mode de production, et il faut que ça se voit. Et donc, là, on a développé ces jardins dans l'aérogare. On les a aussi beaucoup développés dans ce stade. Au fond, ce stade, il n'était pas fait pour... Il y a un grand parc ici, on ne construit pas sur ces collines. On nous demandait bien de faire un espace vert devant le parc, on ne nous en demandait pas plus, mais moi j'ai voulu en faire un espace public. J'ai voulu en faire un espace public qui soit dans la continuité de l'autre. Donc j'ai demandé à la municipalité de faire un pont piéton au-dessus qui soit planté, de manière qu'on passe sans se rendre compte d'un espace à un autre. Et ce bâtiment très fonctionnel, un stade, amène à la population quelque chose de plus que lui-même. C'est-à-dire, ce jardin est un jardin public. Et il est fréquenté en dehors du stade. Tout cet auvent-là, à 90% trouve sa justification là-dedans. C'est que c'est un auvent dans un pays où il pleut beaucoup, sur le bord d'un parc, et donc il est agréable d'aller chercher de l'ombre ou l'abri de la pluie. Et on n'est pas dans un jour où le stade sert, on est dans un jour ordinaire. Et donc, cette idée, que je crois est une idée urbaine par excellence, un bâtiment devrait, public, très fonctionnel, devrait toujours apporter quelque chose de plus que ce qu'il doit être à la ville. C'est une manière de rendre hommage à la ville. Et vous voyez, c'est finalement un bâtiment assez humble, à part ça, c'est une grande toiture, c'est une colline comme les autres. Voilà, simplement elle est construite et les autres sont naturels. Ah, je vous disais tout à l'heure que voilà ce centre de musique, vous avez vu ce bâtiment gris, énigmatique. Et bien voilà, la nuit, c'est clair, c'est pour vous, c'est pour la musique, c'est un bâtiment gai, transparent, dans lequel on est appelé à rentrer. Vous voyez le contraste de l'un et de l'autre. Et dans la journée, on va retrouver certaines des vertus aussi de ces bâtiments qui changent avec parce que le verre a cette capacité, parce que les semi-transparents ont cette capacité, et qu'on utilise là-dedans, en même temps, pour contrôler bien l'énergie qui passe, un verre dans lequel on a mis une feuille de métal perforée. Et donc, qui laisse passer 20, 40, 80% de la lumière selon les zones. On joue de la transparence, on joue d'un tas d'éléments qui font que ce verre va changer de couleur constamment au cours de la journée. Il va y avoir des transparences comme ça dans certains coins, il va y avoir des opacités, il va y avoir des noirceurs carrément à certains autres, hein. Et tout ça, c'est donné. Il faut le chercher, il faut le demander aux éléments, mais une fois qu'on l'a demandé, c'est donné, et ça change, et ça varie tout le temps en fonction du vent et des nuages. Et voilà, c'est une manière aussi de s'adapter à l'environnement. Les jardins de Suzhou, bon, j'en ai parlé, on avait cette image en tête. Cette image est moins brillante parce qu'il pleuvait, mais vous voyez, tout ça, c'est un jardin dans lequel on peut se promener. On peut se promener sur ce toit aussi. Hein. On se promène librement là-dedans. Hein. Et quand on entre dans le bâtiment, alors on y rentre. Et puis à nouveau, ce jardin. Alors, je ne me lasse pas de le regarder, ce jardin. Quoi, voilà. Et il s'est construit il s'est planté en 4 mois. Les Chinois sont de fantastiques jardiniers. Hein. Ils savent planter les arbres, ils savent les amener adultes, ils savent faire qu'ils ne meurent pas. Bon, et puis
Et moi, j'ai mis des mares de manière à ce que il y ait du reflet. Et vous voyez, c'est un centre administratif qui est plein de gentillesse au fond et de bienveillance pour le citoyen. Je vous ai dit que ça, c'était la fin. Ben, vous voyez, c'est des lacs, un dernier petit lac. Tout ce motif de l'eau, on le retrouve ici. Et un jardin important. J'ai demandé, moi, qu'on développe le jardin. J'avais déjà 9 hectares au départ, j'en ai demandé 13 et on me les a donnés. De manière à ce que toute cette partie-là soit des jardins, hein, et que le bâtiment ne se donne pas comme une espèce de chose évidente, directe, mais qu'on le voit toujours à travers un jardin, qu'il y a toujours cette distance du végétal. Donc voilà, la vue qu'on voyait tout à l'heure, mais vous voyez de la rue d'en face, ici c'est la rue la plus importante, c'est celle des grands défilés militaires, c'est Chang'an, mais vous voyez, bon, elle est bourrée de monde, là on est dans une rue petite qui amène au théâtre. Vous voyez, toutes ces plantations s'interpose pratiquement tout le temps. Là, on est très près, on est à 50 mètres du théâtre, et on ne le voit toujours pas en entier. C'est une immense chose qui se dérobe, qui se montre petit à petit. Voilà la vue la plus dégagée qu'on en a, c'est là qu'on va, c'est là qu'on va rentrer, passer sous le sol et prendre cette traversée sous l'eau dont je vous dirai un mot. C'est un bâtiment curieux, c'est un bâtiment qu'on ne touche pas. Hein, on ne peut pas le toucher. D'ailleurs, on ne touche pas le mythe et le monde de la fiction. On ne les touche pas, on y pénètre. Alors mes amis chinois l'appellent le bâtiment sans porte ni fenêtre, et ils ont raison. C'est un bâtiment sans porte ni fenêtre, mais on peut y rentrer, on peut y pénétrer. Ah, cette dame me sert beaucoup, quoi. Hein. On voit qu'elle a tout compris des formes qu'il faut employer en Chine. Et voilà, et grâce à ces plantations, en même temps, et aux règles d'urbanisme, on est en direction de la cité interdite par là, et on est à l'intérieur du théâtre, et on est au milieu de la ville de Pékin, grouillante de circulation et moi, j'ai réussi à dissimuler complètement de Chang'an, il n'existe plus, à mettre un grand calme, à prendre presque tout mon espace pour de l'eau, et puis un petit mur rouge. Et voilà, la cité interdite commence là, elle se poursuit derrière, là c'est le palais du peuple. Voilà, on peut avoir cette espèce de miracle que juste au milieu de Pékin, on a cet effet de calme et de jardin absolu. Je vous ai parlé tout à l'heure des structures, de la lumière, je vais vous en reparler encore et encore, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, vous voyez le détail que je vous décrivais tout à l'heure, c'est quelle simplicité. J'étais sûr, c'est très compliqué à faire en même temps, parce qu'il faut que ce soit extrêmement précis. J'étais certain que seuls les Japonais arriveraient à faire ça. Bon, je n'espérais pas trop des Européens, ils étaient trop loin, les Américains, c'est pas quelque chose qui peut les intéresser. Les unions ne s'y retrouveraient pas. Mais les Japonais, oui. Et en fait, les Chinois, en un mois, à partir des plans qu'on a donnés, ont fait une poutre test de 80 mètres parfaitement et ont commencé à la tester. Donc ils ont fait tout. Ils ont fait tout et très bien avec et trouvant la méthode de construction, prenant toutes leurs précautions. Enfin bon, c'était une découverte formidable de leur capacité à construire. Voilà ce que je vous disais. Alors coquetterie de notre part, bien sûr. Ce tube qui rentre dans la toiture, il rencontre des poutres, il s'appuie sur des poutres, mais comme on a mis un lanterneau autour, et bien le jour passe. À cet endroit qui est le plus solide du bâtiment, c'est aussi la lumière qui passe, hein, et qui
ne détruit pas l'effet du bâtiment, mais lui donne un côté presque spirituel. Et puis vous voyez comme ça change là aussi. Je vous ai montré des photos très bleues, toutes bleues. Et ben au petit jour, ça devient un espace blanc. Et ça, ce sont les merveilles de la lumière. Ici, à nouveau, une chose de structure curieuse. Je vous ai montré l'extérieur de ce bâtiment, mais pour avoir cette peau transparente, pour qu'elle soit si mince, comment faire? Parce qu'il y a quand même 30 mètres d'eau ici. Et jamais un petit tube de 20 cm ne va pouvoir prendre les effets à la fois des tremblements de terre et du vent. Et plutôt que de renforcer ça, je me dis qu'il y a des murs extrêmement solides en face. Et qu'il suffit que je reporte les efforts par toutes ces barres qui ont un dessin compliqué, très ésotérique, mais en fait, quand vous le regardez en plan simple, c'est chaque fois une pince qui va prendre un point de la structure et reporte les efforts sur le mur. Et donc on a un espace qui à la fois est très transparent sur l'extérieur, qui s'anime à l'intérieur, qui s'habite de structure. Et c'est un peu toujours les mêmes recherches que je poursuis de choses qui sont à la fois très efficaces et très logiques, et pas tout à fait comme celles qu'on voit partout. Et puis alors, d'exigence en exigence, de travail avec les gens, on arrive à cette relation de minceur où tous les efforts passent à travers une partie fixe de 3 cm de diamètre ici, dans lequel tout s'articule comme des pattes ou des segments d'insectes, de manière à avoir cette espèce d'articulation parfaite, comme une phrase bien prononcée, comme un mot bien fait. Cette structure, elle ressemble à... Là aussi, grande complexité d'impression. Mais toutes ces poutres, toutes, sont rigoureusement identiques. Elles sont simplement coupées un peu plus court. Celle-là est très grande, celle-là est plus courte, mais ce sont toutes les mêmes. Et donc, là aussi, il y a une espèce de souci de la construction, et un souci du dessin du départ, et de trouver, de ne pas se laisser aller avec l'ordinateur à faire n'importe quoi. J'ai beaucoup de respect pour l'ordinateur et en même temps beaucoup d'irrespect pour la facilité qu'il donne à des gens de faire n'importe quoi. Là, c'est vraiment une recherche un peu longue de quelle forme il faut que je donne pour pouvoir utiliser toujours la même poutre, monter à la hauteur où je veux monter, faire tout ça, et finalement faire un bâtiment économique, facile à construire, et qui en même temps soit pas complètement banal. Une autre recherche, c'est celle qu'on a faite pour le Grand Théâtre. C'est une forme ovoïde, c'est un super ellipsoïde, pour employer le terme. Sa caractéristique, c'est qu'il n'y a jamais deux angles égaux nulle part, quoi. Tout est différent, tous les nœuds de la structure, ou que ce soit, sont différents les uns des autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a commencé par faire des poutres avec du plat. Tous les ingénieurs vous diront que c'est une bêtise. C'est une bêtise magnifique, sublime. D'abord, ça permet de faire des structures le long desquelles la lumière va beaucoup glisser. Vous le verrez à plusieurs exemples. C'est d'ailleurs une reprise de quelque chose dans le constructivisme russe. Il y a les premières structures comme ça dans un certain nombre de magasins de Moscou. Il y a des structures en fer plat beaucoup plus faibles qu'ici. Ici, il fait 7 cm d'épaisseur, c'est pas rien. Mais c'est aussi se servir de la main-d'œuvre qu'il y a en Chine, parce que ces découpages, ces soudures qui sont meulées, c'est énormément de main-d'œuvre. On peut le faire là, on ne pourrait pas le faire ailleurs. Et donc c'est se servir des caractéristiques de la Chine aujourd'hui pour faire un bâtiment particulier. Mais aussi, ce n'est pas que de la main-d'œuvre c'est aussi cette pièce
formidable, qui est une coproduction franco-chinoise. Hein. On en a inventé une partie, les Chinois ont inventé l'autre. C'est la pièce universelle, tout bouge là-dedans. Hein. Ça est monté sur une sphère, donc ça pivote. Chacun des bras peut tourner pour lui-même. Et donc vous pouvez construire à peu près n'importe quoi. Hein, dessiner des pseudo-rectangles sur n'importe quelle surface et le construire avec cette pièce. Je ne pense pas qu'elle servira jamais à autre chose, mais et vous voyez cette pièce qui fait 30 cm au total, quand je vous montrerai la structure totale, elle est totalement invisible. Hein. Là, elle n'est pas encore en place. Vous voyez, je vous disais comment seule une structure faite de plats pourrait permettre d'avoir cet effet de lumière qui glisse sans interruption, quoi. Vous voyez là, alors, faite de plat ici, et puis dans l'autre sens de tube. Autre structure, toujours dans le théâtre de Pékin, on passe sous l'eau. Et passant sous l'eau, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas... Et si on mettait une verrière, si on passait sous l'eau en voyant l'eau, quoi. Et on a fait cette structure à la fois très simple et très difficile à faire, parce que ces poutres en V sont très précises. Mais elles permettent effectivement de mettre le minimum de structure et d'avoir au-dessus une pellicule d'eau, 30 cm, pas plus, mais il y a du vent, il y a du soleil, et tout ça fait un passage à travers vers le théâtre. On a vu le volume au complet, on le perd de vue, mais pas tout à fait. Il apparaît comme ça, comme une ombre, comme une chose indécise. Ça dépend du jour où on est, si c'est la nuit, si c'est... et voilà, on perd petit à petit contact avec ses ennuis du jour et ses sentiments du moment, et on est prêt au spectacle. Autre chose que j'ai voulu développer aussi beaucoup, non plus marier les structures mais faire à la lumière, mais faire des écrans. Des écrans qui, comme ici, cachent, ou au contraire qui montrent, qui sont une espèce de tissage compliqué, mais en même temps dans lequel on fait une chose compliquée avec des éléments répétitifs relativement simples. Ils sont très difficiles à voir, mais en fait il n'y en a pas beaucoup. Et dans leur épaisseur, ils dissimulent des entrées, des sorties d'air, des fenêtres, toute une série de choses. Et vous voyez à l'intérieur, en même temps, ils reprennent quelque chose de très chinois. Hein, quand ils se détachent sur un verre clair, à l'intérieur il y a quelque chose de très chinois qui est de toujours traiter la lumière quand elle au droit des horizontales des fenêtres, hein, l'adoucir par un dessin de bois, ici un dessin d'aluminium. Il y a dans le théâtre aussi, bien sûr, d'autres écrans, des Pékins, des écrans comme celui-là, qui sont des tissages métalliques très, très standards, de ceux qu'on utilise les uns et les autres assez souvent. Il y a ces garde-corps qui sont des tôles découpées au laser. Et puis, bien sûr, dans ce bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, il y a c'est pas une protection contre le soleil, c'est vraiment une chose tendue devant la lumière, hein, et qui joue comme ça, vous voyez cette façade avec ses ouvrants, parce qu'il y a des ouvrants, hein, elle joue, elle s'anime, elle bouge, et quand on est à l'intérieur, voilà ce qu'on a. On n'est pas du tout privé de vue. Hein. On a une vue qui est médiatisée par quelque chose, et puis tout ça s'anime la nuit. Tous ces écrans prennent la lumière et font la nuit une vision nouvelle. Ah, je vous disais le travail. Voilà le travail. Le chantier de l'opéra, 3 hectares ici, hein, qui se poursuit de nuit et de jour sans interruption pendant 8 mois.
presque pas de grue, presque tout est porté à la main. Une foule de, on couvre des quantités énormes de coffrage, puis de fer, et puis on coule presque un demi-hectare à chaque fois. Moi, franchement, je ne comprends rien à cette organisation, mais je la trouve extraordinaire. On monte progressivement comme ça, on comble 20 mètres de profondeur avant d'attaquer les surstructures. Vous voyez ces 4 malheureuses grues, hein. Un chantier en France, il y aurait 30 grues, au minimum, 40 peut-être. Hein. Et là non, c'est fait autrement, c'est fait par cette main-d'œuvre nombreuse. On les voit là à l'heure du repas, ils se déplacent pour aller prendre leur repas. Comment dire, vous voyez la densité d'ouvriers qu'il peut y avoir, elle est frappante. Personne ne crie, personne ne donne l'impression d'être... ce travail très dur, c'est un travail très dur. Hein. Mais personne n'a l'air d'être un esclave. Vraiment. Et pas parce que je ne veux pas le voir. Vraiment. Et vous voyez, moi j'adore ce type et son application. Il fait simplement un petit machin pour cacher les fers en attente, quoi. C'est tout ce qu'il fait. Hein. Mais vous voyez, il est magnifique, quoi. Et puis voilà, puis le volume monte. Le volume monte et on commence à attaquer la voûte. Et alors là, honnêtement, le chantier dans cette partie-là, il est bien, il est précis, pas trop précis. Hein, 2, 3, 4 cm. Hein. Mais là, pour faire la voûte, pas du tout. C'est le millimètre. Hein. Toute cette structure qui a été montée là de support prend un énorme tube de 2 mètres de diamètre qui les attache de toutes les poutres, et ça, vraiment, c'est monté au millimètre. Et du coup, comme c'est monté au millimètre, eh ben on monte 7000 tonnes de charpente en 7 semaines. Normalement, on va 7 fois moins vite. Dans un chantier en France, en tout cas, c'est clair. Le mieux qu'on pourrait penser, c'est de faire en 7 semaines, de faire 1000 tonnes, pas 7000 tonnes. Et alors le chantier est formidable. Vous voyez, il vaut mieux pas regarder en l'air. Il tombe de la soudure dans tous les coins, il tombe c'est une espèce de grande fête et de grand happening. Pendant ces 7 semaines, c'est formidable. Et les types qui font ça sont une main-d'œuvre. Alors, autant les autres, ils viennent de la campagne, ceux qui font les travaux de soudure là sont des jeunes types qui sont vraiment des grands soudeurs, quoi. Rien n'est négligé. C'est pas du tout mal fait. Et vous avez aussi ces gens-là qui travaillent comme ça sur des parois, des journées entières, de manière précise, à faire à régler tous ces panneaux, à mettre les petits grillages anti-oiseaux, de manière que les oiseaux aillent pas nicher là-dedans et nous faire des cochonneries. Ils passent leur journée là-dessus, comme ça, formidablement. Je vous montre cette photo du bois à l'intérieur. Moi, j'ai voulu, et pas pour embêter les gens, parce que c'est rendre hommage à ce travail, que les bois soient posés latte par latte. Ce toit, il fait, je ne me rappelle plus, il fait plus de 2 hectares de bois. Il a été posé en 3 mois et demi, latte par latte. Mais, vous voyez, c'est magnifique le travail fait comme ça. C'est magnifique parce que la couleur change. Elle est nuancée de partout. Elle est pas. Si vous ne posez pas comme ça, si vous posez par plaque, vous allez avoir. Et c'est ce qu'on ferait en France.
parce que le problème de la main-d'œuvre exigerait qu'on pose des grandes plaques. À ce moment-là, vous avez quelque chose de très violent. Et là, non. Là, c'est parfaitement nuancé. Et encore une fois, je crois que, vous voyez, c'est une architecture, elle est faite de techniques, elle est faite de pensée d'abord, elle est faite de techniques, et ensuite elle est faite de travail. Et au fond, souvent les gens disent « Ah oui, mais comment vous adaptez-vous aux pays différents que vous traversez ?» mais par exemple de cette manière-là, pas en faisant des chinoiseries en Chine, pas en mettant des chapeaux et des espèces d'allusions à je ne sais quelle Chine dans le vent qui existe ici ou là, mais qui n'existe plus dans la vie courante, mais en prenant les conditions de production pour ceux qui sont celles-là, et en s'en servant. Au fond, si vous voulez, dans 10 ans, ce sera fini en Chine, on ne pourra plus. La main-d'œuvre, fort heureusement, sera payée bien plus cher. Hein, et fort heureusement, ils auront une vie plus facile. Mais en attendant, la fierté d'avoir fait ça existera. Hein. Moi, quand je vais à Garnier, je sais bien que les ouvriers n'étaient pas tous très heureux, ceux qui faisaient le théâtre de Garnier. Je sais bien que les problèmes de pauvreté n'étaient loin d'être résolus en France. Mais il n'empêche que je trouve que c'est leur honneur aujourd'hui que d'avoir donné ça à la ville. Hein, et que c'est une chose en fait magnifique. Ce n'est pas les esclavager, c'est leur rendre quelque chose. C'est montrer leur travail et montrer leurs conditions. Et ça, c'est important. Et c'est important politiquement dans mon idée. Alors pour la petite histoire, je vais vous aussi... pourquoi ces traits ici? Ça, c'est une petite histoire qu'il faut que je vous raconte. J'ai bien sûr essayé qu'il n'y en ait aucun au départ. Et puis j'ai cherché, je me suis rendu compte, en le lisant à droite et à gauche, que c'est impossible. C'est impossible. Vos pères... C'est comme, vous savez, les mères cherchent toujours à écraser les cheveux de leurs enfants, hein, qu'il n'y ait pas d'épi. Eh bien, elles les martyrisent en vain. Il y aura toujours un épi, c'est un théorème de mathématiques. Un champ de vecteurs mis sur une surface courbe a toujours un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Les mères martyrisent en vain leurs enfants et les architectes cherchent en vain à résoudre le problème de mettre un revêtement. Ah, ça devient facile au contraire si vous le coupez en morceaux, parce que chacun devient presque un plan. Et à ce moment-là, vous pouvez. Et donc la contrainte mathématique m'a bien servi, parce que je trouve ça infiniment plus beau que tout ce que j'avais essayé de faire avant. Quoi. Mais c'est un dessin complètement, comment dirais-je, sans aucun rapport avec le dessin de ce qui est en dessous. Hein. Dans le début de ma carrière, j'ai cherché toujours à ce que les dessins soient coordonnés, à ce qu'on dise un peu toujours la même chose. Et là, je me dis que non, le tracé des dalles au sol, c'est une chose, le plafond c'en est une autre, et les sols c'en est encore une autre, et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas. Main d'œuvre, vous voyez, main d'œuvre encore, c'est comment on fait une main courante qui est comme ça, transparente, en y mettant beaucoup de travail. Elle a toutes les qualités d'une main courante en bois et elle est, sous certains aspects, au moins transparente. Mais en même temps qu'on met beaucoup de travail humain là-dedans, on met beaucoup de travail de machine ici. Parce que ça, pour découper une tôle de 8 mm d'épaisseur, quand même, le laser ou l'eau sous pression sont bien meilleurs. Et donc, high-tech, low-tech, tout est bon. Tout est bon pour traduire les choses du moment et trouver une esthétique qui le dise. Et puis, bien sûr, les matériaux, je veux dire que ça aurait été trahir la Chine que de ne pas utiliser les pierres chinoises. Elles sont en nombre et en variété formidables. Ils ne les connaissaient pas forcément toutes. Ils avaient des catalogues, mais beaucoup ne les avaient jamais vus. Et avec un entrepreneur très dévoué et quelqu'un de l'agence, on a cherché des pierres un peu partout, des marbres. Pour reprendre l'idée de Garnier, d'ailleurs, que les marbres sont une chose magnifique. Et là, vous en avez un certain nombre, des échantillons, des pierres qui sont pas très chères. Il suffit d'aller les chercher.
Et puis on les a organisés autour de bandes de bronze. Donc on a associé la pierre et le bronze dans des voilà, avec des motifs que j'ai dessinés moi-même directement dans la cire, parce que c'était plus facile. Et quel bonheur d'être un ouvrier sur son chantier, quoi. Aussi, vous voyez, un matériau formidable, un marbre blanc, et dans un usage qui est très compliqué, parce que les formes sont... Et ces formes-là, on les a faites en polystyrène, corrigées sur place au feutre. J'allais corriger sur place, et puis on en a fait des morceaux qu'on est venu monter. Donc là aussi, vous voyez, c'est du travail à l'ancienne. On travaillait comme ça au 19e. On peut couper au laser et travailler à une autre chose comme au 19e. Matériaux formidables, ça, ces grandes dalles de pierre, de granit noir, 3 mètres par 2, sans un défaut. Ce sont des œuvres d'art à elles toutes seules. Et puis ce matériau-là, avec lequel se marie, qui est, lui, alors rien du tout, de la fibre de verre et du plâtre. Mais on a travaillé ça de manière à lui donner une forme, et surtout, vous voyez, à ce qu'à nouveau, ils prennent la lumière de manière très changeante. Il peut être gris, il peut être noir. Une autre pierre blanc de jade, ici, et on l'a combiné avec dans l'épaisseur, des lumières qui se... Donc, on fait tout cet espace de l'entrée, c'est l'arrivée du passage sous l'eau, on fait tout cet espace avec ce matériau qu'on mélange à de la lumière, et du coup, pas un appareil d'éclairage. On n'a pas un appareil d'éclairage dans toute cette partie-là. Un autre mariage comme ça, donc, auquel je n'aurais jamais pensé si je n'avais pas été en Chine, des découpages dans l'aluminium, analogue à ceux qu'on a déjà vus là-bas, et avec de la soie, de la bonne, formidable soie rouge, quoi. Et ça entoure tout l'extérieur de l'opéra. De la laque. J'aurais voulu qu'elle soit vraiment à l'ancienne. Bon, finalement, on ne s'y est pas pris assez tôt pour le faire, mais en tout cas, chacun des panneaux est différent des autres. Un autre matériau revisité complètement, la céramique, pas à Pékin, là, à l'Oriental Art Center. La céramique, c'est l'histoire de la Chine. Pourquoi pas la céramique? Alors, bien sûr, je me suis fait critiquer au départ, que c'était un vieux matériau, que ça ne faisait pas bien dans un bâtiment. Mais moi, je l'ai utilisé, je dirais, en repensant, par exemple, à certains usages que Piano fait de la brique ou d'autres matériaux, et en me disant qu'avec ça, on peut faire des colliers de perles formidables, quoi. Donc, ce sont des pièces différentes, faites à la main. Il y a 4 couleurs, 4 modules, 4 nuances dans chaque couleur, donc 4 au cube, 64, si je ne me trompe pas, pièces différentes. Et comme elles sont faites à la main, il n'y en a pas 2 exactement pareilles. Elles ont ces formes de bombées qui font qu'elles prennent toujours la lumière. Elles permettent d'avoir derrière une absorption phonique. Et comme elles sont suspendues à des câbles, on peut leur donner un très très léger mouvement, leur donner une instabilité générale, et avoir comme ça des grands tissus qui habillent les murs. Mais on les mélange avec des pièces d'acier moulé, parce que là, dans les passages, on ne veut pas que ça casse. Donc vous voyez, on mélange tout le temps. Certains diraient qu'on bricole, peut-être on bricole, oui. Et vous voyez comment ce revêtement prend la lumière. Comment il prend la lumière de l'extérieur pour la faire rentrer, voilà. Ce matériau, je vous l'ai montré en noir tout à l'heure, c'est de la fibre de verre, c'est tout, et du plâtre. Mais, vous voyez, on le fabrique ici, ça c'est mon ami Bonnie. On fait des petites dunes dans le sable. C'est un jeu d'enfant. Voilà, on fait des dunes. Et pour tout vous dire, avec un sèche-cheveux, on les forme.
hein, et puis après on les moule. Et ça donne ce matériau étonnant, en lumière rasante, on ne sait plus très bien où on est, comment on aboutit à une très grande richesse de matériaux, avec en fait des moyens qui sont minables. Ça, c'est autre chose qu'on a fait dans l'Oriental Art Center, c'est toujours avec du sable et avec une espèce de... Moi, j'avais fait ça dans les petits modèles avec le bord d'une assiette. Et ensuite, j'ai fait faire avec un tube l'équivalent du bord de l'assiette, voilà. Et on remuait ça à deux et ça faisait ce qu'on voulait. Dernier exemple que je vais vous montrer de choses qu'on peut faire en Chine, et sans doute dans pas beaucoup d'endroits, c'est le plafond de l'auditorium de Pékin. Moi, j'ai fait ce petit modèle de 20 cm en gros, dans la pâte à modeler. Parce que l'acousticien veut qu'il y ait des irrégularités, des choses dans le plafond plat, et que moi je me dis c'est l'occasion de faire une espèce de dessin, un peu sculpture, un peu graphisme. Je fais ça, je garde pas la terre, enfin la pâte à modeler, j'ai que la photo. Mais j'avais pas vraiment l'intention de faire ça au début. Et puis petit à petit, à l'agence, on s'est dit mais non, c'est ça qui est bien. Alors comment le faire? Alors j'ai demandé au sculpteur de l'Opéra Garnier s'il voulait bien m'aider. Donc ils ont fait une maquette au 10e. J'ai contrôlé avec eux. Et puis en Chine, on a fait dans le polystyrène les éléments de grandeur et on les a moulés à nouveau, quoi. Et donc vous aviez un champ entier comme ça de 70 mètres de long de polystyrène et on allait vérifier les formes, on allait vérifier que tout allait bien régulièrement. Et voilà. Et ensuite on l'a suspendu à l'intérieur du théâtre. Donc une foule d'expériences comme ça qui sont possibles et qui sont une partie de l'architecture, quoi. Et puis après globalement, ça donne des espaces de Poudon. Vous voyez, moi je pense qu'il y a une poésie de l'espace, de la générosité de l'espace, qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de grand ou de généreux ou de, hein, vous voyez, ces passages dans l'Oriental Art Center et puis alors ce travail opiniâtre de tous les détails dans les salles de musique, quoi. Oui, alors là rien ne vient simplement là. C'est terriblement compliqué parce que l'acousticien veut ça, le scénographe veut ça, et vous, architecte, vous voulez aussi un tas de choses. Hein. Et vous n'êtes jamais content ni du dessin de ci, ni du dessin de ça. Il faut une petite pente ici, il faut que ça. Et vous ne lâchez rien, quoi. Vous ne lâchez rien et vous dessinez cette chose de manière aussi parfaite que possible. Hein. Toutes les lignes doivent être belles. C'est le théâtre du même ensemble, avec tout son équipement, avec tous ces, vous voyez, ces panneaux qui sont faits comme ça, qui sont tricotés parce qu'il y a des haut-parleurs derrière. À nouveau le même travail et puis cette petite salle dont exprès on met l'allée, vous voyez, en rond, de manière que jamais les musiciens n'aient en face d'eux une allée, quoi. Elle part comme un chemin à la campagne et elle disparaît aussitôt, quoi. Donc eux n'ont toujours essentiellement des spectateurs en face d'eux. Et puis alors une petite coquetterie quand même, quoi. C'est que là on a mis des tas de petites LED et un capteur dans la salle de musique et à travers une espèce de boîte analogique, quand on joue de la musique, les LED bougent. Mais moi j'ai demandé qu'ils ne soient pas en couleur, quoi. Parce que je me méfie un peu des effets colorés trop importants. Mais voilà, des tours avoisinantes, on voit qu'il se passe quelque chose là-dedans. Alors, bon, le théâtre de Pékin, quand on arrive ici, venant du passage sous l'eau, donc on a vu l'eau, on a vu les lumières, et on a 45 mètres au-dessus de soi. Et moi, je me suis longtemps demandé, 45 mètres, est-ce que c'était trop? Mais il n'y a jamais trop quand c'est bon. Hein, il y a souvent trop quand c'est... Comment dirais-je, quand il y a un défaut de proportion ou un défaut, mais à aucun moment, moi, je n'ai trouvé qu'il y en avait trop. Je voudrais vous montrer ça aussi. Vous voyez comment cette structure
Au fond, il y a 2 feuilles sur cette structure. Excusez-moi, il y a le revêtement de bois, le verre qui glisse avec les panneaux de titane à l'extérieur. Et comment va disparaître cette structure? Sur une ligne forte, on se débrouille, on arrive à la faire disparaître dans l'ombre. Ça, c'est le théâtre. Hein, c'est l'essence du théâtre. Hein, on disparaît dans l'ombre. Et cette structure, elle joue son rôle. Et voilà, on ne doute pas qu'elle est solide, on ne doute pas qu'elle va rencontrer des choses très solides derrière, mais elle disparaît. Et puis cette pierre veinée de verre, vous voyez, les lumières qu'on dessine à nouveau avec un petit dessin dans lequel on mélange le miroir et la lumière. Donc quand vous passez à côté, vous ne vous voyez pas, mais vous voyez la femme qui passe avec sa robe rouge ici déclenche une cascade de petits reflets rouges, ou bleu ou vert, selon qu'elle a choisi sa robe. Le reflet, il y a 1000 choses, quoi, 1000 choses qui sont le bonheur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on fait le tour du théâtre avec, là, il y a des endroits où on le voit, la soie apparaît, et d'autres endroits ça brille. On fait aussi des éclairages particuliers. Ce sont des dalles de verre qui ne font qu'1 centimètre. Qu'on a travaillé avec de tout petits éléments de verre, et les vrais éclairages sont là-dedans, et ils tapent sur les feuilles de verre, c'est tout. La salle dans laquelle on réussit à faire des formes absolument courbes, alors que l'acousticien veut des pans comme ça, mais parce que l'acousticien a bien les pans qu'il faut derrière, mais on a 2 épaisseurs de murs, et ce grand voilage d'inox et d'aluminium, il cache à la fois les grands réflecteurs sonores, et il permet d'avoir une surface qui peut vous paraître totalement opaque, ou au contraire transparente. Il permet au metteur en scène de mettre du rouge dans l'ensemble de la salle. On a peint tout en rouge entre les deux. S'il met un peu de lumière, ça change. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on s'est efforcé de faire? À la fois de faire ici une salle conviviale, de pas faire, moi ce que je n'aime pas dans les opéras modernes, c'est que tout le monde voit avec avidité. Hein, on dessine les choses comme ça parce qu'il faut être avide et ne pas tourner la tête, et ne pas ci, et ne pas ça. Et à la fin, on est, c'est vrai, aussi bien que dans son fauteuil devant la télévision. Hein, et pourquoi l'a-t-on quitté? Si c'était pas pour voir des gens, si c'était pas pour être avec eux, et si c'était pas pour assister à un événement qui est un spectacle. Bon, et ça mérite bien que de temps en temps on se tourne un tout petit peu le col mais qu'on soit ensemble. Donc, moi je pense que les salles doivent être presque très bien, mais pas trop bien. Hein, elles perdent leur âme en étant trop bien. Mais en revanche, voyez, on est dans la partie la plus lointaine. On a veillé à leur donner du volume à ces gens. Au fond, ça reprend un motif de la grande salle américaine du Carnegie Hall. Hein. Vous voyez, plus d'effets acoustiques à cet endroit-là, on a tout donné. Eh bien, on reprend de la place. On redonne à ces gens qui sont dans les places les moins chères, on leur redonne de l'espace. Et voilà, ils sont là, ça c'est la récompense de l'architecte. Ils sont là, les musiciens sont là, ça va commencer. Hein, on est content. L'auditorium c'est pareil, on a dessiné, quoi. C'est jusqu'à obtenir, avec cette idée par exemple qu'il faut des éléments fixes. Ils servent, ce sont des vrais poteaux. Qu'en écoutant de la musique, on doit pouvoir fixer son attention sur un élément matériel, ou au contraire se perdre sur quelque chose de flou. Et donc on a mélangé le net et le flou, exprès. Les gens la regardent, si j'ose dire, comme ils veulent, la musique. Et l'oreille et la vue ne sont pas du tout, sauf chez les vrais musiciens, les authentiques musiciens, ne sont pas séparés.
Et donc, voilà, le plafond dont je vous parlais, et puis l'orgue que j'ai bien sûr aussi dessiné avec un grand développement, de manière que ce ne soit pas un orgue d'église, c'est un orgue moderne. Et comme j'en avais un peu assez, des flûtes de pan et des choses comme ça, qui sont nécessaires, les tuyaux, effectivement, ces longueurs, mais vous voyez, je les ai mélangés entre eux selon un dessin beaucoup plus compliqué, et j'en ai suspendu la moitié, de manière à avoir un pan de tube. Il fonctionne aussi bien suspendu que posé, et tout le fond est un pan de métal uniforme. Et bon, je vous passe tout le reste, bien sûr, tous les détails acoustiques, tout ce qu'il faut pour que, bon, à la fin, ça fonctionne. Et puis j'aurais 10 000 trucs à vous montrer, des poignées de porte, mais je termine en vous montrant le luminaire qui est tout à fait en haut, au-dessus de la salle de spectacle. Il y a un grand espace sous le toit qui sert à faire des réceptions, à faire des... Et on a dessiné ce luminaire que les Chinois appellent le dragon, avec un verre bricolé lui aussi. C'est imprimé d'un côté sur un dessin qui ressemble aux dalles à peu près le même dessin que les dalles de granit du sol, mais qui est du miroir de l'autre côté, et qui n'est beau que quand on l'éclaire à peine. Et donc il est éclairé, oui, dans chacun de ces petits trous, il sort un petit peu de lumière qui va éclairer le morceau d'en face. Et à ce moment-là, il devient rouge, vermillon, carmin, enfin il commence à ressembler à de la soie, alors que c'est de méchants morceaux de verre, pas cher. Pour la petite histoire, j'avais demandé aux grands cristalliers français s'ils n'auraient pas des idées, s'ils ne pourraient pas m'aider. Et j'ai reculé, quoi. J'ai fait avec du verre. Mais c'est du verre avec du travail, c'est bien. Et puis voilà, des escaliers, chacun différent, des éclairages, tout ce qu'on peut essayer de faire pour rendre le bâtiment vivant, intéressant, multiple, y compris la nuit. Et ce grand service rendu à ce bâtiment que je ne me suis jamais interrogé pour savoir si je l'aimais ou si je l'aimais pas, le Palais du Peuple. C'est une époque, c'est l'Assemblée, c'est respectable, c'est tout, parce que ça existe. Mais il faut reconnaître que doublé par la réflexion, il est plus majestueux et plus beau. Et ça n'a pas coûté grand-chose. Hein. Ça n'a coûté que le reflet. Donc j'étais assez content. Et voilà, et l'éclairage de nuit de la voûte, ce sont juste des petites lumières comme ça qui... depuis, j'ai mis un éclairage plus tonitruant, mais celui-là est un peu d'art pauvre, mais qui me plaît. Une poignée de porte, et qui est un signal en même temps, parce que c'est normalement toujours là que j'arrête ma conférence. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Molandra, çok teşekkür ediyoruz. Birkaç soru alabiliriz. Sorusu olanlar varsa. Yok. Ha. Monsieur Andro'ya çok teşekkür ederiz. Senelerdir ismini yayınlardan biliyorduk. Kendisini şahsen burada görmekten çok mutlu oldum. Bize muazzam bir sunuş yaptı. İnanılmaz bir ürün miktarı. Hayatında kısa bir ömre bunlar nasıl sığdı şaşıyorum. Tabii bu eserler üzerinde saatlerce konuşulabilir ve kendisiyle de konuşmak isterdik. Ama iki küçük sorum olacak izin verirlerse. Bir tanesi, bu büyük ürünü nasıl bir ekiple gerçekleştirdiler?
Ne kadar yardımcıları, nasıl bir büro, devamlı bir büro muydu, değişen bir büro muydu? Bu konuda bir lütfen bilgi verirler mi? İkincisi de bu karmaşık strüktürler, çok sayıda detay içeren cam yüzeyler, acaba bakım, maintenance sorunu çıkarır mı? Bu konuda ne düşünürler? Çünkü bu bizi devamlı işgal eden bir sorundur. Bakım meselesi. Herhalde Çin'de bunlar çok daha kolay olacaktır. O konuda da fikirlerini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Oui, je vais répondre à vos deux questions. D'abord, pendant toute une énorme partie de ma carrière, j'ai eu la responsabilité croissante au cours du temps de l'ensemble des moyens d'aéroport de Paris. Et on a eu des équipes qui allaient jusqu'à presque 400 personnes au total. Donc moi j'étais responsable de tout le paquet, architecte, ingénieur, programmiste. Et c'est vrai qu'un des grands avantages de cette structure, c'est qu'elle était stable. Et qu'on pouvait d'un projet à l'autre progresser, reporter ce qu'on avait fait, les progrès qu'on avait fait. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Je pense qu'à la fois, il faut des bureaux avec de toutes petites équipes, des moyennes équipes et des très grandes équipes. Il n'y a pas une production qui l'emporte sur les autres. Les grandes équipes ont cet avantage, comme ça, de naviguer comme comme des grands bateaux avec une grande assurance. Alors de l'autre côté, leur défaut, c'est qu'ils virent mal. Quand il faut leur faire un changement de cap, c'est toujours très compliqué, et il faut surtout être en permanence très vigilant pour obliger des recherches nouvelles. Les grands bureaux ont une tendance à se scléroser. Et donc il faut tout le temps leur donner un nouvel horizon. Et c'est beaucoup pour ça que j'ai fait moi des projets, à un moment j'ai pris le projet de la Défense, que j'ai construit des aéroports à l'étranger. Les aéroports à Paris bénéficiaient de ce qu'on faisait à l'étranger. Changer d'horizon, changer de fonction, changer de machin, voilà, un grand bureau il doit être tout le temps sollicité, parce que sinon il s'endort. Et les petits, ils ont, ce qui est mon cas maintenant je suis un petit bureau, ils ont un autre défaut, ils ont une espèce de dynamisme très grand, ils changent de cap comme un poisson, comme un poisson rouge au milieu d'un bassin, mais d'un autre côté, ils accumulent peu de savoir. Et donc c'est plus compliqué. Encore une fois, je pense que le monde de l'architecture doit vivre avec tout. Qu'il y a de très bons petits bureaux, d'excellents grands bureaux, et que voilà, il faut surtout pas décider qu'il y a une manière de travailler. Il y en a 10, il y en a 20. L'important c'est le travail. Sur la deuxième question que vous dites, oui, il y a des problèmes de nettoyage, bien sûr. Et moi, ça a été une de mes, comment dirais-je, une des contraintes que j'ai subies, mais en même temps, une chance que j'ai eue, que comme j'étais tout le temps à Roissy, dans toutes les phases, je savais bien ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et qu'on ne se privait pas de m'embêter en me rappelant toutes mes erreurs. Et en particulier, si vous voulez, c'est vrai que la maintenance dans un bâtiment public, elle est essentielle, quoi. Les gens qui l'oublient font des catastrophes, quoi. Et nous, ça nous a amené, par exemple, pour les grandes verrières qu'on a faites, à dessiner des équipements spéciaux. Pour la bulle d'Osaka, on a fait une espèce de grande machine à laver avec un arc qui fait le tour comme ça régulièrement, et puis une machine qui ressemble aux machines à laver
les voitures qui circulent dessus. Pour Roissy 2, on avait 60 cm entre le verre et des protections solaires au-dessus. On a défini une machine très plate qui prend les intermédiaires entre les verres comme rails, hein, et qu'on commande depuis le bas par un espèce de joystick. On l'a fait descendre, monter, passer d'une structure à une autre pour nettoyer. Donc on a vraiment été amené, et quand on ne l'a pas fait, je me rappelle en particulier, on avait fait un travail analogue pour la gare de chemin de fer. Et à l'époque, un des responsables a dit « mais non, pas du tout, maintenant on fait ça avec les alpinistes font ça, et c'est très bien. » Et jamais l'inspection du travail n'a admis ça comme une méthode, et du coup la structure est sale. Et là, on n'y peut plus rien parce que, alors on a rendu l'argent, on a construit ce bâtiment à un prix inférieur au budget. On avait de quoi le payer, mais parce qu'il avait cette idéologie du montagnard, il nous a empêché de le faire, et maintenant le bâtiment est sale. Donc on paye très vite ces erreurs dans ce domaine-là, très très vite. Et voilà, il faut... encore une fois, ça fait partie de la durabilité, au même titre que bon nombre d'autres choses, quoi. İyi akşamlar. Sunumunuz için teşekkürler. Yapılarınızda merak ettiğim ve dikkatimi çeken bir unsuru sormak istiyorum. Yapılarınızda mekan içindeki insan tasarımının ötesinde insan duygusuna önem verdiğinizi hissediyorum. Öyle ki çalışanlarınız dahi mutlu olsun, Çinli işçilerin dahi mutlu olmaları gerektiğini istiyorsunuz. Bu sizin tasarımınızda ağırlıklı bir kriter midir? Ve deneysel çalışmalarınızda bunun bir bağlantısı var mıdır? Teşekkür ederim. Bon, il ne faudrait pas que j'ai la prétention de paraître faire le bonheur des gens. Bien sûr que je ne fais pas le bonheur des ouvriers, mais c'est vrai que toujours je me soucie d'abord de ne pas faire des choses qui soient comment dirais-je, impossibles à faire ou dégradantes à faire ou dangereuses à faire si je peux l'éviter. Mais surtout, c'est une attitude plus morale, vous voyez. Je me souviens, par exemple, que je veux qu'ils aient l'honneur de leurs difficultés, voilà. Je me rappelle quand on a fait Roissy 1, j'étais tout jeune, j'avais 31 ans à ce moment-là, on commençait le chantier du béton, hein, et j'ai dit aux entreprises que je voulais faire une réunion avec les chefs d'équipe. Normalement, on voit jamais les chefs d'équipe. Et on a réuni les chefs d'équipe de l'entreprise et je leur ai dit, voilà, ce travail est difficile, vous allez en baver, mais on verra votre travail. Il y aura rien dessus, il n'y aura pas de peinture, il n'y aura pas d'habillage, il n'y aura pas de... Et donc, on va vous embêter, on va vous rendre la vie difficile, quoi, parce que c'est compliqué. Mais à la fin, vous verrez votre travail. Et ça, c'était important à mes yeux. Voilà, c'était important. Et c'est une chose aussi que dit Zera, et c'est qu'il a dit, Peter Reis, qu'il a dit dans un livre qu'il a écrit, que quand il a fait les structures du Centre Pompidou avec Rogers essentiellement et piano, hein, dans certaines des pièces moulées, il a insisté pour que ces pièces moulées conservent la trace de la main. Que c'était important pour lui que on ne fasse pas une surface, comment dirais-je, totalement lisse, impersonnelle, et qu'il y ait quelque chose de la trace de la main. Voilà. Alors ce n'est, comment dirais-je, encore une fois, c'est compliqué. Je ne dis pas que la conception est faite
dans ce sens. Je suis pas du tout prétentieux là. Je pense simplement qu'il faut y penser tout le temps. Şunu anlatmak istiyorum aslında. Bir ofis yapılarınızda insanlara adaletli olmayı göstermeyi istediğinizi söylediniz. Ve konser salonunuzda da misafirperver ve davetkar olduğunuzu söylediniz. Bu ofis yapılarınızda adaletli olmayı Là, c'est le Turc. Moi, je n'ai pas entendu votre question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah. Oh, s'il vous plaît, oui, parce que je n'ai pas entendu. Şunu ifade etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz ofis yapınızda insanlara bir duyguyu, yani adaletli olmayı, devletin bunu insanlara aktarmayı istediğinizi söylediniz. Bu bir tasarım kriteri. Bunu çözerken dinamik öğeleri kullanarak mı bağdaştırdınız? Konser salonunuzda da davetkar ve misafirperver olması gerektiğini düşünerek bir tasarım yaptığınızı söylediniz. Bu sizin için önde gelen tasarım kriterlerinden biri olabiliyor mu? Mekanda duygu ifadesi aktarımı demek istediğim şey buydu. Oui, c'est vraiment un critère. C'est vraiment un critère. En particulier dans les salles de spectacle, la convivialité, pour moi, c'est vraiment un critère. Au fond, comme je vous l'ai dit, moi, il y a une espèce de perfection totale qui serait que vous retrouviez dans un confort parfait le son que vous avez sur votre CD. Ça n'est pas le spectacle. C'est une perfection qui a ses mérites, hein. Mais ce n'est pas le spectacle. Le spectacle, c'est quelque chose dans lequel on rencontre quelqu'un, un artiste, et on le rencontre en groupe, et qui se fait ce jour-là. Et s'il y a une fausse note ce jour-là, je ne dis pas que c'est tant mieux, mais c'est ça le temps, c'est ça et moi je déteste les salles de spectacle qui sont comme ça des instruments à voir et à entendre. C'est simplement ça, vous voyez, avec des choses agressives. Je déteste ça. Et je déteste les choses dans lesquelles, encore une fois, je crois que l'architecture s'adresse à des individus. Ça, j'ai dit beaucoup ça de nombreuses fois. Un bâtiment n'est pas là pour vous donner des sentiments, pour vous pousser à penser comme ci ou penser comme ça. Il est fait pour que vous développiez, vous, individu, développiez vos sentiments et votre pensée. C'est comme une serre dans laquelle les plantes poussent. Elles poussent plus grandes, elles poussent mieux. C'est ça un bâtiment. Mais en même temps qu'elle s'adresse aux individus, en même temps, c'est un lieu collectif. Et ce lieu collectif n'est pas, la partie collective du lieu n'est pas une espèce de somme d'individualités satisfaites. C'est autre chose, la collectivité, que la somme des individus. Ce que c'est exactement, je ne le sais pas. Mais je sais